C'est désormais un marronnier pour nos camarades journalistes. Les jeunes de la génération Y passent de moins en moins de temps devant la télévision. Sur l'ordinateur, tu peux jouer à des jeux. Sur la télé, tu peux pas. Tu peux aussi aller sur Facebook, MSN. Pour certains d'entre vous, peut-être que tout ça c'est déjà du passé, que vous l'avez rangé dans un coin et que vous ne la sortez guère que quand des amis sont de passage et que vous voulez jouer à la GameCube. Et si c'est le cas, je vous félicite. Vous êtes des putains de rebelles émancipés. Parce que sur la télévision, tu peux juste regarder la télévision. Mais sur l'ordinateur, si tu vas, tu peux regarder des films, tu peux jouer, tu peux écouter de la musique, puis tu peux parler avec tes amis. Mais la plupart de ces articles, qui s'affolent de voir la jeunesse déserter le canapé pour le fauteuil de bureau, prennent aussitôt la peine de rassurer leur lecteur en lui rappelant cette triste vérité, la télévision reste malgré tout le premier de tous les médias. Certains d'entre vous la regardent encore. Alors je me doute bien que vous faites ça pour les meilleures raisons du monde et armés des intentions les plus nobles. Après tout, c'est vrai, la télévision, pourquoi pas ? Voici les 5 raisons pour lesquelles on peut tout à fait continuer de s'abrutir devant le tube cathodique. Je regarde la télévision pour me détendre. Après les cours, après le boulot, faut bien décompresser un peu. Et il est absolument impossible de se détendre devant quoi que ce soit d'intelligent, c'est bien connu. Le degré de détente du sujet sera toujours proportionnel au niveau de connerie du programme devant lequel il végète, c'est la fameuse règle de Patrick Lelay. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Mais attendez, c'est sûr que le métier de TF1, c'est avant tout de satisfaire ses clients, et ses clients sont ses annonceurs. Tout n'est pas mauvais à la télévision, hein. Par exemple, il y a des séries, et il y en a des biens. Moi, par exemple, des fois, je regardais TF1, mais c'était pour voir Dr House, à heure fixe, en VF, dans le désordre. Longtemps après sa sortie américaine, et avec des coupures pub. Mais l'avantage, c'est que si après je sais pas quoi faire, TF1 il me laisse pas comme ça, après la coupure pub il me balance L'amour est aveugle. Voilà, sans que je demande rien, et je peux même rester assis dans mon fauteuil. Et si jamais je veux pas regarder L'amour est aveugle, j'ai une télécommande et je zappe, et j'ai le choix, il y a la 2, la 3 et plein d'autres chaînes, et puis voilà, moi je trouverai toujours un programme à la mesure de mes ambitions intellectuelles du moment. D'ailleurs, à la télévision, il y a aussi des programmes très instructifs, culturels et tout. Il suffit de faire le tri. Oui, bien sûr, vous n'avez jamais débranché votre télé parce que quand même il y a Arte, il y a Ce soir ou jamais... Bien sûr. Moi je vois des fois, je regarde la 5ème, et il y a des reportages sur les bonobos par exemple. Tel un sceptre ou une baguette magique, la télécommande nous donne cette sensation de puissance, de pouvoir, de contrôle. Comme si parce que l'on zappait pour choisir devant quel programme on allait être passif, on devenait d'un coup moins passif. Donc oui, si on cherche à s'abrutir, la télévision, source intarissable d'images, de bruits et de couleurs, semble être l'outil idéal. Même les pires programmes de télévision, si vous tenez vraiment à les regarder, vous pouvez les retrouver sur le net. Et là, aux joies, vous aurez la possibilité de les partager, de les commenter. LOL, trop gaulerie les petits singes. MDR. Mais enfin tout de même, la télévision, c'est utile pour s'informer sur ce qui se passe. Sérieux ? Avec Pujadas ? Moi par exemple, pour tout comprendre, je regarde BFM TV. Il y a des analyses et tout, et on est toujours à la pointe de l'info en continu, quoi. Un nouveau mot est apparu ces dernières années, l'infotainment. En gros, l'idée c'est de mélanger l'info et le divertissement. Donc vous avez une info, puis 2 éditorialistes qui se disputent. Une info, puis une porte fermée. C'est très à la mode le journalisme des portes fermées. C'est très important, les gens adorent. Il faut un journaliste, une porte et des trucs qui se passent derrière la porte. Oui, alors je suis actuellement devant cette porte, derrière laquelle il se passe des choses très importantes. Alors elle va sans doute s'ouvrir, priorité au direct. La tension est à son comble, je reviens vers vous très vite, priorité au direct. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les journalistes de la télé, ce sont pas les meilleurs de tous les journalistes. Tellement les meilleurs qu'ils se sont retrouvés à la télé. Non, c'est plutôt l'inverse. Par exemple, vous imaginez Le Monde faire sa une sur une inondation à Saint-Laurent-du-Var ? Non, c'est un fait divers mineur, c'est une petite catastrophe climatique. En vrai, on s'en fout. Mais va pas dire ça à un journaliste télé, parce que pour lui, c'est le gros scoop, il te fait 3 minutes avec ça. Il a son petit plan tout prêt, dès qu'il pleut trop dans le Var ou en Bretagne, là c'est toujours la même rengaine. On ne reconnaît plus ce petit village de la Mayenne noyé sous les flots, spectacle insolite que ces rues submergées par les crues. Raymond a tout perdu. Ah bah oui, j'ai tout perdu. Des larmes, de l'eau, du spectaculaire, voilà ce qui intéresse un journaliste télé qui travaille pour France 2 ou M6.
Après, c'est vrai qu'ils sont pas tous comme ça, vous avez le choix. Vous avez les journalistes au service de Bouygues, ceux au service de Vivendi. Ah bah ceux-là c'est Bouygues encore, et ceux-là ils travaillent pour Alain Veil, un homme d'affaires dont la fortune est estimée à près de 73 milliards d'euros. Et j'ai la franchise de dire que c'est important qu'il y ait 2 chaînes d'information pour le pluralisme. Ce sont eux qui, dans un conformisme navrant et une bêtise relative, vont hiérarchiser les informations, les trier, les filtrer si besoin, et c'est à eux que vous allez devoir faire confiance si vous comptez sur la télévision pour vous informer. Ouais, non mais je la regarde pas vraiment. C'est juste un bruit de fond, une présence. Une présence, c'est vrai. Un petit peu comme un ami. Un ami qui vous balancerait de la pub toutes les 3 minutes. Ouais non mais moi c'est pas parce que je vois ou que j'entends une pub que ça va marcher sur moi et que je vais acheter le truc quoi. On a du libre arbitre. Mais la publicité marche sur nous, qu'on le veuille ou non, comme nous l'explique ce très sérieux neurologue du CNRS. Notre cerveau traite l'information publicitaire, qu'on le veuille ou non, et qu'on en soit conscient ou non. Les publicitaires utilisent depuis très longtemps, depuis à peu près les années 20, des ingrédients, des connaissances scientifiques, des connaissances psychanalytiques, théorie freudienne sur l'inconscient, comment l'influencer, les connaissances en psychologie du conditionnement pavlovien, et plus récemment des techniques telles que le neuromarketing, en fait, qui visent à calibrer une publicité pour qu'elle active le mieux possible notre zone de récompense dans le cerveau et du coup qu'elle ait le plus d'effet. Mais non, pas vous. Vous êtes plus fort que ça, vous êtes plus fort que les neurosciences pavloviennes des mecs qui font les pubs. La publicité, dans sa dimension répétitive, a ancré dans le cerveau une représentation, une association qui biaise le comportement des sujets. Donc il y a énormément de problèmes de liberté, de santé publique qui se posent avec la publicité dans la société aujourd'hui. Et comme vous vous en doutez, cette vidéo ne vient pas d'une chaîne de télé. Je vous rappelle que leur modèle économique est basé sur la pub, ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens se mettent à la fuir. Et moi-même, qui suis en train de me lancer en autonome sur YouTube, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Oui, mais moi, quand je regarde les enjeux de la télé-réalité, je sais que c'est con. Et tu te moques des candidats, exactement comme les producteurs de l'émission. Ouais non mais c'est marrant, ils montent des abrutis dans des maisons et en fait ils sont trop cons quoi. Bah ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours plus cons que soi quoi, ça fait chaud au cœur. C'est pas génial, toutes ces émissions créées par des connards parisiens pour se moquer des pauvres et des gens moins cultivés que la moyenne? Vous pensez vraiment arriver à être plus cynique que les producteurs? Vous pensez pas qu'ils sont les premiers à se moquer des programmes dont ils vous abreuvent et qu'ils se fichent que vous les regardiez au premier, au deuxième ou au troisième degré? Mais vous les regardez. Et c'est ça qui compte pour eux. Même avec tout votre mépris et toute votre condescendance, vous nourrissez ces gens-là. Et en plus, vous perdez votre temps parce que vous pourriez faire autre chose. Ne vous est-il jamais arrivé de revenir d'un long voyage sans télé et de regarder soudain avec un peu plus de hauteur tout ce cirque médiatique? Ne les trouvez-vous pas ridicules alors, toutes ces petites vedettes, ces présentateurs, ces journalistes, ces obsédés de l'image, du spectacle, de l'audience, toute cette médiocrité? Vous pouvez vivre sans. Pour terminer, je dirais que se passer de la télé, ça n'est pas se couper du monde. C'est juste se couper du monde de la télé. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plein d'autres bonnes raisons de ne plus regarder la télé, je vous conseille cette conférence de Michel Desmurger, un neurologue. Sinon, vous avez un sociologue ici, Pierre Bourdieu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.